Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui va sûrement vous intéresser, qui est le domaine de l'emploi au Canada, comment trouver un emploi, comment faire son CV, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire en entretien, et enfin comment tirer le maximum en fait de cette expérience et réussir à trouver un emploi. Si vous avez envie de venir au Canada, ça peut être pour les études, mais aussi pour trouver un emploi et commencer à travailler. Et c'est vrai qu'il y a des petites choses à savoir avant de venir pour postuler en fait, pour envoyer son CV à des entreprises. Bien sûr, c'est pas une généralité ce que je vais expliquer là, c'est vraiment pour vous donner certaines expériences et ce que j'ai pu vivre ou ce que j'ai pu remarquer. Votre CV, vous allez devoir le faire à la fois en français si vous venez au Québec par exemple, mais même dans d'autres régions, si vous avez une version française, c'est quand même bien parce que ça va montrer en fait que c'est un atout pour vous le français puisque c'est votre langue natale. Et il y a de plus en plus de régions justement qui cherchent à attirer des Français pour un petit peu développer le côté francophone dans leur région. Et ensuite vous allez faire votre CV en anglais, donc si vous êtes au Québec ça va vous servir bien évidemment puisque le monde de l'emploi se fait aussi en anglais et en français. Il faut savoir vraiment parler les deux langues, mais d'une manière générale c'est vrai que si vous maniez pas l'anglais à 100%, c'est pas un problème. Je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à avoir des permis de travail et qui ont réussi à venir au Canada sans être bilingue 100%. Moi-même quand je suis arrivée j'étais pas bilingue à 100%, je le suis toujours pas je pense, je fais encore beaucoup d'erreurs, mais c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. Donc dites-vous que soit avant de partir, si c'est un projet et que vous n'êtes pas pressé, essayez de faire une école de langue dans un autre pays, dans un pays anglophone par exemple. Essayez d'être immergé à 100% en fait, par exemple en famille d'accueil ou avec vraiment des anglais ou de simplement trouver un travail en anglais. Essayez au maximum de tirer profit de cette expérience-là. Si c'est pas quelque chose que vous pouvez faire, ce qui est compréhensible, vous pouvez aussi développer l'anglais de votre côté. Donc personnellement, c'est ce que je continue à faire. Donc vous pouvez faire ça avec des séries en anglais, avec des livres, avec des vidéos, des exercices, etc. Ça aide beaucoup. C'est un peu plus laborieux parce que vous devez faire la démarche par vous-même, faire ce travail-là vous-même. Mais honnêtement, ça se fait. N'hésitez pas si vous voulez à aller regarder ma vidéo par rapport à l'école de langue que j'ai fait à Londres, si ça peut vous intéresser. Et à savoir comment je continue d'essayer de perfectionner un petit peu l'anglais, même si c'est pas facile tous les jours parce que en étant à Montréal ça parle quand même pas mal français, mais il y a des petites choses à faire, donc n'hésitez pas si vous voulez un petit peu plus de renseignements là-dessus. Sur votre CV il y a des choses qui vont un petit peu être différentes. Par exemple, il faut pas mettre ni son âge ni sa date de naissance, ni même de photo. Pensez bien à mettre une adresse email générique, donc pas d'adresse email un petit peu personnelle, pour qu'on puisse vous contacter beaucoup plus facilement. Et pensez également à mettre votre profil LinkedIn et à le mettre à jour par la même occasion. Donc on va mettre en haut du CV en fait tout ce qui est vraiment coordonné, et on va également mettre le titre du poste pour lequel on postule. Donc forcément ça va être quelque chose de générique parce que vous n'allez pas pouvoir faire un CV différent pour chaque emploi, bien que ce serait vraiment la meilleure chose à faire. Par exemple dans mon domaine, dans la communication, il y a vraiment plein de titres de poste auxquels je peux postuler parce que j'aime un petit peu tout, j'aime faire plusieurs choses. C'est vrai que j'essaie de mettre un titre de poste qui correspond le mieux à ce que je pense postuler et à ce qui me correspond le plus. Regardez bien aussi les appellations selon votre domaine d'activité. Par exemple en France, le poste que j'ai est chargé de communication. Ici, ça s'appelle coordinateur ou coordonnateur des communications. Donc regardez bien un petit peu les équivalences parce que vous allez avoir du mal à trouver un emploi si vous cherchez avec votre nom de poste français en fait. Pensez bien à numéroter les pages de votre CV également. À savoir que le CV peut faire plusieurs pages, ça pose vraiment aucun problème. Alors peut-être pas une dizaine non plus, mais je sais que le mien en fait 3 et ça a jamais posé problème. Pensez aussi à écrire dans cette première section tout ce qui est un petit peu description de vous-même, assez brièvement, comme si c'était une mini lettre d'introduction. Je dis bien une mini lettre, donc c'est à dire ça peut faire 3-4 lignes. Par exemple, bonjour, je m'appelle un tel, je cherche un nouveau challenge à relever dans tel domaine, j'aimerais mettre mes compétences au profit de votre entreprise, organisme, peu importe. Au niveau du numéro de téléphone,
Alors faites attention parce que si vous mettez un numéro de téléphone français, si vous êtes encore en France et que vous recherchez un emploi depuis la France, c'est pas un problème, mais essayez en fait de vous prendre un équivalent canadien. Donc il y a plein d'applications qui font ça, moyennant une somme, voire peut-être certaines même gratuites. Je connais uniquement Fongo qui fait ça, c'est-à-dire que par rapport à votre numéro français, quand l'employeur va vous appeler, il va utiliser en fait un équivalent canadien, mais vous allez recevoir l'appel en fait sur votre téléphone comme si de rien n'était. Si vous mettez un numéro de téléphone français, en fait ça va décourager l'employeur souvent à vous appeler. Il va se dire ok, il est en France ou autre, je sais pas quand est-ce qu'il a envie de venir, moi je cherche quelqu'un peut-être rapidement, j'ai envie de quelqu'un qui soit déjà là si j'ai envie de le rencontrer. Donc ça peut décourager, même s'il y en a qui vont probablement le faire parce qu'ils sont très intéressés et que ça va être certaines exceptions. Je sais qu'il y a beaucoup de retours de personnes qui disent que dès qu'ils mettent un numéro français, ils reçoivent pas en fait d'appel, tandis que quand vous mettez un équivalent canadien, la personne au moins prend le temps de vous appeler et c'est là qu'après vous allez un petit peu défendre votre cause en expliquant votre projet, comme quoi vous êtes très motivé, comme quoi vous pourrez venir sur le territoire canadien le plus rapidement possible. Ensuite, il y aura une partie un petit peu qui va être une catégorie où vous allez mettre vos expertises, donc ce que vous avez appris à l'école au fur et à mesure de votre vie dans vos études. Il y aura ensuite la partie compétences, donc ça c'est ce que vous avez acquis avec votre expérience personnelle, votre expérience professionnelle, ce que vous avez appris sur le tas, comment on vous a formé en fait au travail. C'est un petit peu plus exécutif on va dire. Et ensuite vous allez avoir tout ce qui est les savoirs, donc tout ce qui est par rapport aux logiciels, aux outils que vous avez pu utiliser dans vos expériences professionnelles ou même parfois à l'école. Donc ça on va dire c'était tout le côté un petit peu introduction et mots-clés pour que l'employeur puisse un petit peu comprendre ce que vous voulez, ce que vous avez dans votre bagage et ce que vous allez apporter à l'entreprise. Il y a tout forcément ce qui est en rapport avec ces expériences professionnelles. Donc ça c'est vraiment le plus important. Donc là on va partir d'une manière déchronologique. Donc on va mettre l'expérience la plus récente à l'expérience la moins récente. Là vous allez préciser le titre du poste, le lieu dans lequel vous avez exercé, le nom de l'entreprise et surtout les dates. Et ensuite vous allez faire tout un détail en fait de tout ce que vous avez fait dans l'entreprise. Donc pensez bien à mettre, si vous avez des chiffres clés, des choses un petit peu clés que vous avez apportées à l'entreprise, des réalisations, des projets, des choses que vous avez un petit peu, que vous avez envie de mettre en avant et qui pourraient être en rapport avec le type de poste que vous cherchez. Au Canada, il faut savoir qu'ils sont très axés sur l'expérience professionnelle, beaucoup plus que sur les études et le niveau d'études, parce qu'ils ont beaucoup plus confiance dans le fait de se dire cette personne a acquis de la connaissance et du savoir en travaillant que uniquement à l'école. Donc plus vous mettez d'expérience et plus elles sont précises et en relation avec le poste, plus vous allez réussir à avoir un entretien et à décrocher un poste. Au niveau des expériences professionnelles, là c'est à vous de voir combien vous en mettez. Je sais que sur le mien il y en a environ 6, donc ça fait quand même beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de pages. Par contre j'en ai enlevé 2-3 quand même parce que c'était vraiment pas en rapport avec le poste. C'était par exemple des jobs étudiants. Ensuite il y a tout ce qui est le côté études bien évidemment. Ils attachent beaucoup d'importance à voir le parcours un petit peu de la personne qui est en face d'eux. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'au niveau master? Est-ce qu'ils sont allés jusqu'au niveau bachelor? Est-ce qu'ils se sont arrêtés au baccalauréat? C'est quand même important de mettre ces études parce que par exemple je sais que les études en France sont assez reconnues. En tant que Français on est quand même apprécié pour notre qualité de travail, notre minutie, la manière dont on prend soin de faire les choses bien, le fait qu'on veuille mettre vraiment de l'effort et le fait qu'on veuille vraiment mettre de l'énergie dans ce qu'on fait. Et ça je sais que c'est très bien vu, donc là-dessus on a un petit peu de chance on va dire. Donc là encore on va mettre forcément du plus récent au moins récent. On va mettre le nom de l'établissement, l'endroit dans lequel on a fait nos études. On va également mettre la date et puis si on a obtenu un grade spécifique ou une mention, peu importe, n'hésitez pas à le mettre. Point à faire très attention, au Québec les diplômes sont complètement différents du système français, le système scolaire également. Donc quand vous allez écrire baccalauréat par exemple, c'est pas du tout pris comme un baccalauréat français quand on a 17-18 ans et qu'on finit nos études avant de passer dans les études supérieures. Ici un baccalauréat en fait il est obtenu dès qu'on rentre à l'université, donc c'est vraiment différent. Donc par exemple notre baccalauréat à nous ici c'est un DE, c'est un diplôme d'études collégiales. Donc là vous aurez juste à écrire baccalauréat à tel lycée
équivalent DEC au collège par exemple. Comme ça en fait ils arrivent un petit peu plus à se situer et ils se disent en plus il a fait l'effort de nous écrire pour qu'on puisse comprendre le parcours de la personne, ce qu'il a fait, etc. Donc pareil, quand vous allez écrire lycée ou collège, ici c'est pas pareil. Ici le collège, enfin ça s'appelle pas vraiment collège mais ça va être plus le lycée. Ici l'université c'est appelé cycle secondaire. Pareil, tout ce qui est master, ici c'est une maîtrise, donc vous allez juste écrire équivalent maîtrise. Le bachelor, ça reste un bachelor, donc ça pose pas de problème. Mais licence par contre ils vont pas comprendre, plus écrire licence équivalent bachelor par exemple. Après pour tout ce qui est équivalent au Canada d'une manière générale, là je vous laisserai regarder parce que au Québec c'est vraiment très différent, mais il y a quand même des similarités avec le Canada en général. Vous avez ensuite toute la partie passion, hobbies. Donc là, vous allez pouvoir écrire un petit peu tout ce que vous aimez faire, tout ce qui vous intéresse forcément. Si vous avez voyagé, bon là c'est un petit peu la même chose qu'en France finalement. Et puis si vous avez des petites choses que vous pensez qui vont amener du plus par rapport au poste auquel vous postulez, par exemple si dans le marketing, si vous aimez la photo, c'est un exemple comme un autre, n'hésitez pas à le mettre parce que là ils vont dire peut-être que cette personne pourra utiliser ses compétences en photographie pour nous par exemple. Et enfin la dernière partie, ça va être tout ce qui est informations diverses. Donc là vous allez pouvoir mettre vraiment si entre temps vous avez obtenu un diplôme dans une école de langue par exemple, si vous avez fait un projet à l'école qui était très important, auquel vous avez eu une bonne note et que vous avez développé ou peu importe, si vous avez entre temps monté votre entreprise, si vous avez entre temps je sais pas, travailler dans un autre pays pour une entreprise importante, si vous avez déjà géré des projets, enfin mettez un petit peu ce qui vous passe par la tête, forcément qui correspond au poste ou qui pourrait avoir de l'intérêt. Je sais que par exemple si ça peut vous aider, moi j'avais mis que j'avais eu le TOEIC avec tant de scores, j'avais mis que j'avais travaillé en anglais quand j'étais à Londres, j'avais mis aussi que j'avais déjà monté un projet à l'école, c'était une agence fictive. Et ensuite on passe à tout ce qui est comment trouver un travail au Canada. Donc si vous êtes en France ou que vous êtes directement sur place, mais en tout cas au Canada il y a plusieurs steps lors d'un entretien. Donc en France on me dirait c'est la même chose, il y a toujours forcément déjà un premier step qui est le premier contact téléphonique. Donc une fois que ce contact téléphonique est fait, si la personne accroche bien, si tout correspond, si vous êtes encore disponible pour l'emploi, toujours intéressé, etc., on va vous recontacter généralement pour un second step, donc un premier vrai entretien. Donc là il y a plusieurs sites, donc vous allez les connaître parce que c'est tout simplement LinkedIn. Vous avez la possibilité de faire une candidature simplifiée et de pouvoir postuler en ligne hyper facilement et votre employeur a accès à votre profil instantanément, donc c'est vraiment bien. Il y a aussi Indeed.ca, forcément là vous allez avoir toutes les offres aussi et vous avez encore une fois cette option candidature simplifiée, donc hyper pratique encore une fois. Donc pensez bien à mettre à jour votre Indeed et votre compte LinkedIn, et vous pouvez également sur LinkedIn activer l'option je suis en recherche, c'est dans les réglages et là vous allez avoir un petit rond au-dessus de autour de votre photo de profil qui va mettre Open to Work. Si vous êtes dans tout ce qui est marketing, communication, tout ce qui est métier de l'audiovisuel et autres, vous avez Grenier aux emplois qui est vraiment bien. C'est vrai que c'est un site qui met en ligne pas mal d'offres par rapport à tout ça. Je sais pas s'ils font d'autres types d'offres, mais en tout cas moi j'ai trouvé mon travail grâce à ça. Donc vous pouvez aller faire un tour, c'est vraiment bien. Au niveau de la lettre de motivation, moi je vous avoue que je la fais pas parce que je me dis que j'expliquerai mes motivations au moment de l'appel avec le recruteur. Donc c'est vrai que je renvoie mon CV, étant donné que j'ai ce petit descriptif comme je disais un petit peu au début du CV, c'est vrai que j'arrive à être contactée sans lettre de motivation. Si vous avez envie d'en faire une, n'hésitez pas. Il y a certains sites aussi qui vous demandent, des fois c'est un peu obligatoire d'expliquer vos motivations, donc là vous allez écrire quelques mots par rapport à l'emploi. Donc préparez peut-être un petit texte de quelques lignes pour un petit peu montrer vos motivations
motivation. Et puis au moment d'envoyer votre candidature, quand on vous le demande, au moins vous l'aurez de côté et vous pourrez bien sûr l'adapter au poste et à l'employeur. Donc une fois que vous envoyez tous vos CV, forcément, pensez à lister en fait le nom des entreprises pour lesquelles vous postulez et pensez aussi à noter le titre du poste, parce que quand on vous appelle, des fois ça va aller très vite, des fois c'est même en anglais et on va vous dire voilà, c'était personne de chez telle entreprise, est-ce que tu aurais du temps à m'accorder? Et puis là c'est un oui, mais en fait sur le moment des fois on n'entend pas très bien dans l'entreprise ou on se rappelle pas parce qu'on a postulé à ça il y a des semaines. Donc pensez bien à faire un petit listing sur Excel ou sur un papier, peu importe. Donc cet entretien il va se faire en fait avec soit la personne qui vous a appelé, soit elle va vous mettre en relation directement avec votre N+1 ou alors un collègue de travail qui va essayer de voir un petit peu si vous correspondez au poste, si vous avez déjà les compétences nécessaires. Lorsque vous avez votre premier entretien, donc au step 2, pensez bien en fait à avoir sous les yeux votre CV en français et en anglais. Comme ça, si on vous pose des questions, vous pouvez répondre sans avoir un trou de mémoire sur une année, sur ce que vous avez fait. Vous avez immédiatement les mots-clés qui vous sautent aux yeux. Et pensez également à surligner en fait sur votre CV tous les mots-clés qui correspondent au poste. Donc là, comme ça, vous allez pouvoir les mettre en avant et pouvoir montrer un petit peu quelles sont les compétences qui sont en lien avec le poste proposé. Le fait d'avoir son CV en anglais sous les yeux aussi, c'est bien parce que ça permet que quand la personne switch en anglais, souvent elle le fait sans prévenir. Donc des fois, elle va nous dire en français on va continuer en anglais, est-ce que vous êtes confortable avec ça? Donc là, vous allez dire oui ou non, forcément. Mais des fois, elle pose la question en anglais d'un coup comme ça, sans prévenir. Et là, en fait, il faut vraiment pas montrer qu'on est déstabilisé. Donc même si on n'arrive pas à bien répondre, il faut montrer qu'on a compris la question. Et même si on ne donne pas la réponse qu'on aurait voulu, il faut quand même réussir à répondre. Il y aura ensuite, si vous passez ce second step, un step 3. Là, en fait, on va vous demander généralement d'être un peu plus explicite sur vos compétences. Donc là, ça va être en fait déjà généralement encore une personne dans les ressources humaines. Il y aura ensuite à ce moment-là la direction et on va vous pousser un petit peu plus dans vos retranchements pour voir un petit peu ce que vous valez en fait. Ensuite, on peut aussi vous proposer un step 4 qui est généralement un test. Donc un test écrit, un test oral, un test de compréhension, un test en ligne, peu importe. En fait, ça va être un test pour vous évaluer sur vos compétences. Ensuite, il se peut aussi qu'il y a un 5e step. J'ai déjà eu ça et des amis ont aussi eu ça. C'est un step en fait qui va juste être une conversation lambda de tout et de rien. Avec souvent il y aura donc des futurs collègues de travail, le directeur ou la directrice, votre N+1, une RH. Donc vous pouvez être aussi one-to-one, ça peut être en groupe, vraiment ça dépend. Et là en fait ça va être limite on boit un café en face et on discute. C'est plus en fait pour voir si la personnalité va bien fitter avec le reste de l'équipe. Ils accordent vraiment une importance au côté humain. Donc ils veulent pas juste recruter par rapport aux compétences de la personne et par rapport à ses expériences, etc. Ils veulent vraiment voir si ça va fitter sur le long terme. Et ensuite vous pouvez aussi avoir un step 6, oui ça va jusque là des fois. Et là en fait on va vous demander de remplir une fiche de renseignement pour que vous puissiez mettre en fait vos anciens employeurs pour avoir des références. Donc selon les emplois, ça peut arriver, c'est pas toujours, mais c'est arrivé parfois. Et là en fait on va vous demander tout simplement de mettre le nom de contact avec les numéros de téléphone, les emails. Donc pensez bien à avertir quand même vos anciens employeurs qu'on va les contacter. Parce qu'en fait au Canada, moi en tout cas ça ne m'est pas arrivé de contacter les anciens employeurs comme ça, sans prévenir. C'est vrai que généralement, soit ils nous disent on va contacter votre dernier employeur que vous avez inscrit sur votre CV, soit ils demandent justement, comme je disais, cette fiche de renseignement. Et ensuite, ça peut arriver aussi à ce même step qu'on vous demande de justifier d'un casier judiciaire vierge. Donc généralement on va vous envoyer un lien à remplir et vous allez pouvoir montrer que tout est en règle. Donc une fois que vous avez décroché le job, félicitations à vous. Vous verrez, vous n'aurez pas forcément de contrat papier, ne soyez pas étonnés. Ça peut être en fait simplement une lettre, une offre écrite, quelque chose en fait qui va vraiment donner vos dates. Assurez-vous bien de ça en fait. Il faut qu'il y ait vos dates de début et de fin. Il faut qu'il y ait ensuite le montant de la rémunération brute à l'année. Et il faut également qu'il y ait forcément le titre de votre poste, vos fonctions,
tout comme un contrat en fait normal, mais c'est juste que ça va pas se faire des fois sous forme d'un vrai contrat. Ça va pas fonctionner de la même manière, donc ne prenez pas peur. Tout est en ordre, c'est juste que c'est une manière différente de faire. Quand vous allez avoir le travail, on va vous demander forcément des copies de vos papiers d'identité, donc soyez bien prêts à fournir ça. Et là en fait on va également vous demander un spécimen de chèque qui est l'équivalent d'un RIB en France par exemple. Donc c'est tout simplement un document qui va indiquer vos coordonnées bancaires. C'est un espèce de chèque à blanc, si on peut dire ça, que vous allez télécharger sur votre espace personnel, sur votre compte en banque. Ça va leur permettre en fait tout simplement de vous faire les virements de votre salaire. À savoir qu'ici les salaires sont faits toutes les 2 semaines. Donc encore une fois c'est une généralité. Sur les emplois que j'ai eu ça s'est fait comme ça, et pour les gens que j'ai rencontrés ça s'est fait comme ça aussi. Ça peut se faire à la semaine aussi et ça peut se faire au mois en fait. Ça c'est à voir au moment de l'emploi. Au niveau des congés ça va dépendre de votre travail, du contrat, de ce que vous négociez. Mais généralement au Canada on commence avec 2 semaines de congés payés, contrairement à 5 en France. Donc sur le coup ça fait un peu mal parce que on n'est pas trop habitué à ça. À savoir qu'ils sont très ouverts sur les congés sans solde quand même, donc ça peut être bien aussi. Après en tant que Français ils savent que on va essayer de rentrer pour les fêtes, et donc ils se disent que très bien qu'on peut pas utiliser tous nos congés pour rentrer en France. Donc c'est vrai que là-dessus ils sont un petit peu plus ouverts. On peut bien sûr avoir un peu plus au fur et à mesure qu'on reste dans l'entreprise. Il y a aussi des entreprises qui laissent une semaine supplémentaire en jour d'arrêt maladie ou en jour de ce qu'on veut en fait, ils nous laissent en plus. Il y a aussi des entreprises qui ferment à Noël, donc là on a une semaine supplémentaire. Il y a aussi des entreprises qui donnent des jours en plus des congés fériés. Donc c'est-à-dire que si le congé férié va tomber un mercredi par exemple, ils peuvent donner le jeudi ou le mardi ou peu importe en fait. Quand il y a un jour férié qui tombe malheureusement un week-end, ils vont le redonner aux employés. C'est-à-dire que s'il y a un jour férié le samedi, ils vont nous donner le vendredi pour que ça fasse vendredi, samedi, dimanche. Ou si ça tombe le dimanche, ils vont peut-être nous donner le lundi. Donc ça c'est vrai que c'est agréable. Je sais pas si dans toutes les entreprises encore une fois, donc je veux pas dire de bêtises, mais je sais que ça arrivait. Au niveau des périodes de vacances, c'est un petit peu comme en France, c'est un petit peu genre de juin à mai. Donc il faut attendre d'avoir cumulé 1 an en fait avant de pouvoir prendre ses congés. Ce qui est bien aussi dans certaines entreprises, c'est que par exemple le 24 décembre, des fois ils peuvent donner la journée ou l'après-midi. Le 31 pareil, ils peuvent donner la journée ou l'après-midi. Il y a aussi certaines entreprises, par exemple les agences de communication font ça, donc pas toutes encore une fois, mais il y a certaines entreprises en tout cas qui peuvent donner le vendredi après-midi de libre en été. Donc ça c'est hyper agréable parce que ça permet de pouvoir profiter de l'été et de prendre un petit peu un faux week-end de 3 jours mais de partir plus tôt par exemple. Alors par contre au niveau du licenciement, à savoir que là c'est vraiment l'Amérique et que c'est très différent de la France et de l'Europe. Ici on va dire qu'on est moins protégé, mais on a la liberté de quitter aussi son travail quand on le veut. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de période de préavis. Si on vous licencie pour raison économique ou parce que c'est pas de votre faute ou à cause du Covid par exemple ou peu importe ce qui se passe, on va vous donner un préavis que généralement on va vous payer. Mais en fait ce qui se passe c'est que pour l'avoir vécu à 2 reprises et pour que des amis aussi l'aient vécu, c'est très radical et sur le coup c'est vraiment pas agréable. Il faut tout renvoyer à l'expéditeur, on nous bloque tous nos accès, on nous enlève de tous les chats d'entreprise, du listing des emails, on nous enlève tous les mots de passe. Vraiment on est en fait radié comme si on avait fait quelque chose de mal, comme si vraiment on avait fait vraiment une faute grave. Mais en fait c'est tout à fait normal, c'est la politique de sécurité on va dire. Mais sur le coup, très honnêtement, c'est très très dur à vivre. Comme je disais, pour l'avoir vécu et pour que d'autres personnes l'aient vécu, c'est une situation qui, que ce soit au Québec ou dans d'autres régions du Canada, c'est vraiment difficile à accepter. Sur le coup, on se remet en question, on comprend pas, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Après, le point positif aussi, c'est que si vous êtes malheureux dans votre job ou si ça se passe mal ou si c'est pas fait pour vous ou s'il y a un problème, vous partez quand vous voulez. Vous pouvez vraiment dire, après il y a un minimum de décence à avoir envers les gens quand même, mais je veux dire, voilà, si vraiment ça va pas, vous n'êtes pas protégé,
mais l'employeur n'est pas protégé non plus de votre départ. Quand vous êtes en PVT, il n'y a pas de problème parce que vous avez le droit de faire un autre emploi où vous voulez, quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand on est en stage coop, en permis fermé, en mobilité francophone par exemple dans d'autres régions du Canada, c'est un petit peu plus compliqué bien évidemment. Mais il y a toujours des manières après de faire comprendre à l'employeur que vous vous sentez pas bien, que vous avez envie de partir, et je pense qu'il doit y avoir un espèce de commun accord à mettre en place pour que vous puissiez partir. Donc là, quand vous avez été licencié, malheureusement, comme je disais, en PVT c'est plus simple, mais si vous êtes en permis fermé, il va falloir refaire votre permis de travail en ligne. Donc ça va être exactement la même procédure que vous avez fait pour venir au Canada. Vous allez devoir la recommencer en fait. Donc là, il y a des tutos à faire, des petites choses à faire un petit peu en plus avec des documents supplémentaires. Sachant que pour un JP, vous ne pouvez pas refaire un JP, c'est interdit. Vous allez en fait passer sur un permis fermé qui va remplacer votre JP par exemple. Si c'est une mobilité francophone, je sais pas trop comment ça fonctionne malheureusement. Les A75, je sais que vous pouvez les renouveler pour un nouvel employeur sans problème. Il y a deux solutions, soit vous le faites en ligne, soit vous le faites à un poste frontalier, donc vous faites le tour du poteau avec tous les papiers nécessaires. Ne soyez pas étonnés que l'on vous tutoie très rapidement, tout le monde se tutoie. Donc peut-être pas auprès de la haute direction non plus, mais je veux dire d'une manière générale, dans les échanges verbaux ou papier ou email ou peu importe, ça se tutoie beaucoup. Donc ne soyez pas étonnés par ça et essayez de prendre le pli assez rapidement aussi. Même dans les entretiens, souvent on va vous tutoyer. Ce qui est bien aussi au Canada, c'est qu'on nous fait confiance facilement. On nous confie beaucoup de projets assez facilement, je trouve. On nous fait confiance. Et c'est vrai que l'évolution ici, elle peut se faire très rapidement. J'ai des amis par exemple qui ont pu évoluer dans leur travail au bout de 3-4 mois parce qu'ils ont démontré de l'effort au travail et le fait de faire les choses bien et correctement. Donc forcément ça donne envie. C'est vrai que le fait qu'on nous fasse confiance et qu'on puisse évoluer, ça donne envie de faire plus et de faire mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bien évidemment, si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également si vous avez d'autres sujets de vidéos en tête à me soumettre également en commentaire, ou si vous avez envie, je sais pas, de rajouter quelque chose, de mettre votre expérience un petit peu pour que les autres puissent aussi lire ce que vous avez fait. D'ici là, je vous souhaite bon courage dans vos démarches.